Quelles seront les prochaines évolutions pour l'e-commerce demain? Comment détecter, anticiper les attentes des consommateurs? On continue d'en parler avec vous, Karine Schrenzel, PDG, je le rappelle, des 3 Suisses. Alors après un début de carrière dans la finance, vous avez cofondé le groupe Shop Invest. Comment est née l'aventure, puisque vous avez commencé en lançant Men Corner, un site de cosmétiques pour les hommes. C'était vraiment un marché de niche. Oui, alors oui. Dites donc, ça va? Bien. Allez-y. Merci. Ça va t'intéresser? Oui, après une première vie, on va dire, plus classique dans la finance et le conseil en strat, en fait, j'avais envie d'entreprendre. Je crois que c'était ça le vrai moteur. J'avais une envie folle d'entreprendre. Et à l'époque, en mode... après le conseil, tout ça, j'avais bien appris mes petits papiers. On m'a dit la cosmétique pour hommes va croître à 300%. On attendait un marché qui allait se développer 300% par an, etc. Je me dis chouette, j'y vais au tout début, il n'y a personne. Les hommes sont super cyberacheteurs. À l'époque, c'était encore l'époque où les hommes achetaient beaucoup plus que les femmes sur Internet. Et je me dis, voilà, je vais créer ce site, Men Corner, et puis ça va suivre le marché, plus 300% chaque année. Le problème, c'est que le marché a fait plus 4 en France, il a fait les plus 300%, mais en Chine, donc j'étais un peu loin. Là, vous n'avez pas utilisé. Et voilà, donc finalement, voilà. Donc, j'ai tout appris. J'ai tout appris du e-commerce, mais je me dis, bon, c'est un marché de niche qui finalement ne grossit pas tant que ça. Quoi qu'il arrive, je suis forcément un peu limitée dans la taille de l'entreprise. Et à ce moment-là, ayant fait auparavant des rachats pour le compte d'autres, dans des fonds, etc., je me dis, mais en fait, on peut très bien racheter d'autres sites de e-commerce, mutualiser toute la partie technique, logistique, service client et même les compétences e-marketing. Et finalement, il n'y a que les achats qui sont propres à chaque secteur. Et là, à ce moment-là, je me dis, c'est un marché finalement très découpé, et on peut tout à fait consolider ce marché du e-commerce, puisqu'il y avait énormément de e-commerce, il y en a toujours énormément. Et donc, à ce moment-là, naît l'aventure, au début avec quelques slides, quelques idées, j'ai été lever de l'argent, et puis c'est comme ça qu'a commencé l'aventure Shop Invest. On a racheté, et à ce moment-là, je me suis aussi associée avec mon mari et mon associé, donc Olivier, et en 2011, et donc là, on a commencé à racheter des sites, des petits sites au départ, parce que faute de moyens, on commençait par des plus petits sites, et en 2018, on a racheté 3 Suisses, et il y a presque 2 ans, rue du Commerce. Voilà, une aventure entrepreneuriale où j'ai fait les cartons au début, enfin, comme dans les garages, quoi. Et alors, 3 Suisses, parce qu'on a tous eu les catalogues. Ouais. Ah oui, tous. Tous, Oui. tous, et on est très attachés au catalogue papier. Comment on rachète 3 Suisses quand on vient, au fond, du digital avec Men Corner, qui n'a fait que plus 4% au lieu des plus 300. Enfin, comment et quel est le choix stratégique et pourquoi cette décision-là en 2018 de dire ok, je vais aller au fond reprendre cette institution du commerce? Alors, je crois que d'abord, j'ai toujours suivi mon intuition. Sinon, d'ailleurs, je ne serais pas partie de la finance pour monter ma boîte toute seule et faire des colis au départ. J'ai suivi mon intuition. C'était une marque de cœur. C'est une marque, vous parliez d'attachement à la marque tout à l'heure. Je pense que c'est... Voilà, on a effectivement aujourd'hui quelques marques auxquelles on est attaché. 3 Suisses, clairement, pour moi, en faisait partie. Je regardais petite les catalogues avec ma mère, avec ma grand-mère. Mais c'était risqué parce que le groupe perdait de l'argent, son image était dégradée, pas très moderne. Hein. Ouais, c'était très risqué. Bon, j'ai un profil, j'aime le risque si vous ne l'avez pas encore compris. Mais par ailleurs... pour tout vous dire, en 2016, donc 3 Suisses a été mis en vente. La banque d'affaires intermédiaire nous a contactés. Et on a été jusqu'en finale et on a perdu. C'est ça l'histoire, c'est qu'on a perdu. Donc évidemment, énorme déception. Et quand en 2018, les repreneurs qui avaient repris, donc en 2016, nous ont appelés pour réfléchir à finalement... Eux étaient des vieux cataloguistes et nous, on était des e-commerçants purs et durs. Ils ont dit peut-être qu'on peut faire quelque chose ensemble. Et finalement, ça s'est terminé que fin 2018. On a racheté 3 Suisses et on avait une vision claire lors du rachat qui était aussi... Justement, il faut il faut garder l'ADN de cette marque formidable, avant-gardiste, qui avait mis des femmes en pantalon, la première à mettre des femmes en pantalon en couverture de magazine, la première marque qui a fait des collabs. Alors maintenant, tout le monde en fait, mais enfin voilà, c'était une marque extraordinairement avant-gardiste qui parlait d'écologie dans les années 70. Personne n'en parlait à l'époque. Donc on s'est dit, il faut garder cet ADN et en même temps la remoderniser, la transformer. Et très vite, du coup, j'ai utilisé justement, vous en parliez, les réseaux sociaux, où on s'est dit, plutôt que de recréer la marque à 5 dans un bureau, on va interroger 10 000 femmes tout au long de l'aventure et elles vont co-construire avec nous. Et c'est ce qu'on a fait et ça a été formidable. Une aventure extraordinaire. C'est devenu un peu la colonne vertébrale d'ailleurs de la réinvention de 3 Suisses. C'est-à-dire qu'on les interroge, on les re-questionne régulièrement. Et on a ressorti, Benjamin, pour votre information, ce magnifique catalogue. Bien sûr, plus en
en énorme pavé, parce que voilà, aujourd'hui, il y a voilà, mais c'était une de nos intuitions qu'il fallait le remettre parce que c'était notre Madeleine de Proust à tous, en fait. Et ça a été vraiment incroyablement demandé. Justement, quand on a fait travailler ces 10 000 femmes, la première chose qu'elles nous répondaient, quoi qu'on dise, c'était « mais quand est-ce que ressort le catalogue ?» Et donc, on a remis au goût du jour le catalogue. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours une complémentarité. Ça peut être point de vente physique ou web, ça peut être catalogue papier où il y a plus d'émotions ou web, mais je trouve que c'est justement ces complémentarités qui sont intéressantes. Il y a un point commun entre les Trois Suisses et Rue du Commerce, la notoriété peut-être. Voilà, alors c'est une marque, ce sont alors très différemment, Trois Suisses va avoir 90 ans là dans quelques mois, donc voilà, mais Rue du Commerce était un précurseur sur le e-commerce, hein, Rue du Commerce a été lancé en 98 en France, et dans le e-commerce, c'est un dinosaure, c'est extraordinaire. C'était les premiers à lancer la marketplace en France, avant même, sans les citer, Amazon ou autre. Donc, c'était vraiment une marque que tout le monde connaît, un vrai attachement aussi à la marque dans l'univers du e-commerce et un vrai savoir-faire dans le domaine de l'high-tech aussi. À chaque fois, on essaie de trouver des sites qui ont de vrais savoir-faire aussi sur leur domaine de prédilection. Donc, Trois Suisses mode et maison et Rue du Commerce sur l'high-tech. Et vous travaillez beaucoup avec des influenceurs. Pour le coup, on parlait de live shopping tout à l'heure, donc vous y êtes mis. Comment vous les sélectionnez? Parce qu'au fond, il y a les très gros influenceurs, très connus, très célèbres, avec des millions de followers. Oui. Et puis, il y a aussi des influenceurs plus locaux qui, dans un petit univers, vont avoir beaucoup d'impact avec des taux de transformation très élevés. Comment vous faites le tri et comment vous choisissez? Alors, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que nous, on essaie de trouver plutôt des gens qui ont une vraie adéquation, une vraie affinité avec les produits qu'on vend, parce qu'on se dit que, d'abord, ils en parleront avec plus de réel plaisir que si c'est finalement plus mass market avec effectivement une énorme audience, mais finalement qui parle un peu de tout. Donc, à titre d'exemple, Rue du Commerce, on a fait un gros partenariat et un live shopping avec une équipe de e-sport, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est maintenant un énorme marché. Hein, c'est une énorme industrie. Donc, le gaming, le sport, mais à travers... Il faut aller voir le salon e-sport à la porte de Versailles tous les ans. C'est un univers dont je ne comprends absolument pas les codes. Hein, c'est vraiment, je me sens un vieux bip, mais c'est très impressionnant à voir. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, on essaie de trouver plutôt des partenaires en adéquation avec notre ADN, là en l'occurrence des gamers, des gens qui sont dans le e-sport et qui ont finalement la même affinité, par exemple pour Rue du Commerce ou sur Trois Suisses, on a aussi pris des femmes qui ont une vraie appétence sur en tout cas un développement mode mais écologique avec une vraie appétence sur la fabrication française. Enfin voilà, on essaie de trouver finalement des ADN communs avec les influenceurs. Allez, une petite minute, hein, pas plus parce que le temps tourne. Oui. Shopinvest aujourd'hui, c'est une dizaine de sites à peu près. Oui, absolument. Bon. Est-ce que vous avez d'autres projets de rachat? Puis à quoi ressemblera Shopinvest demain? Écoutez, pour l'instant, pas tout de suite, mais on ne sait jamais de quoi demain est fait. Après Trois Suisses, j'ai dit, ah là, on ne fait pas de rachat tout de suite. Puis finalement, il y a eu l'opportunité Rue du Commerce. Donc, on verra. Et le e-commerce de demain, c'est de continuer à se réinventer. On parle beaucoup de métaverse. Pour l'instant, pour l'avoir testé, l'expérience n'est pas encore 100%. Ça demande beaucoup de consommation en termes même de l'infrastructure, ordinateur qu'on peut avoir chez soi, etc. Mais on continue à suivre évidemment toutes les nouveautés pour être parfois on tente et on rate, mais on essaye. Et à quoi ressemblera l'assurance demain? Donc on en parle avec vous, Mira Lelay, je rappelle, directrice stratégie performance de la Massif. La Massif qui veut vraiment faire évoluer le métier d'assureur. C'est d'ailleurs l'objectif de votre plan stratégique 2021-2023. On va le détailler. Hein. Mais tout d'abord, vous avez été élue marque préférée des Français. Est-ce que vous y voyez là la concrétisation de ce plan stratégique ou alors un fort attachement, on en parlait tout à l'heure, des Français au modèle mutualiste? Alors, en effet, déjà, on en voit un fort attachement à la marque. Je vous le disais tout à l'heure. Et cet attachement à la marque, je vais juste rappeler un peu comment on l'a construit. Et ce, un petit peu en amont de notre plan stratégique, c'est que Massif est à l'écoute de l'ensemble de ses parties prenantes. Ça veut dire quoi, l'écoute de l'ensemble de ses parties prenantes? Je vous disais qu'une entreprise mutualiste associe ses sociétaires à sa gouvernance. Partie prenante et être à l'écoute, c'est les solliciter pour construire notre raison d'être. Donc on est d'abord parti de la raison d'être. C'est quoi la raison d'être de la Massif? Et quand on a posé cette raison d'être avec nos sociétaires, avec nos délégués qui les représentent, avec nos salariés, il y a eu plus de 79 000 contributions à la construction de cette raison d'être, qui est de protéger le présent pour permettre l'avenir. Ça nous a amené à poser derrière la raison de dire
Et la raison de dire, c'est le nouveau territoire de marque. Et vous l'avez peut-être vu sur les écrans télé, puisque Massif était plutôt un petit peu absente de la télé, puisqu'on est plutôt sur le bouche à oreille. Et on a fait le choix de déployer notre nouveau territoire de marque en fin d'année dernière en demandant à nos sociétaires de le porter. Donc lorsque vous voyez une pub Massif à la radio ou à la télé, ce n'est pas des comédiens, ce sont des sociétaires, ce sont eux qui parlent de la vraie vie, ce sont eux qui parlent de leurs vrais besoins. Donc ça, c'est la raison de dire. Et donc je pense que tout ce travail a amené à cette reconnaissance qu'on a eue d'être élu marque préférée des Français dans le secteur de l'assurance. Et ensuite, il y a la raison de faire. Et là, c'est notre plan stratégique. Et donc, il y a eu 10 000 femmes pour les 3 Suisses, 79 000 contributions. Oui. C'est vraiment la constitution d'une communauté et un attachement très, en tout cas, une démarche très affinitaire des clients sociétaires pour la Massif. Donc, vous avez, en fait, vous conservez vos clients très longtemps. On se transmet ça dans la famille. Dans la famille, tout à fait. Parce que je citais les 79 000 contributions, Massif a interrogé l'ensemble de ses sociétaires, pas une partie, mais l'intégralité de ses sociétaires. Et 500 000 d'entre eux nous ont répondu et on les a interrogés en leur posant juste une question, c'est comment ils vont. C'est de savoir quel est un peu leur état d'esprit, comment ils vont, etc. Parce que l'objectif de ce plan, c'est quand même de repenser, c'est d'améliorer la relation. La relation. La relation client. On veut devenir le numéro 1 de la relation. Vous voulez devenir le numéro 1. Alors, comment on repense le parcours client comment on le rend plus simple, plus accessible aussi. Repenser le parcours client, quand on est une grosse entreprise, et plus on est gros, plus on doit être simple. Donc, le plan, il est tourné autour d'une Massif simple, d'une Massif engagée, et l'engagement est extrêmement fort, et d'une Massif accessible. Quand on parle d'accessibilité, c'est l'accessibilité tarifaire, c'est de vendre au juste prix et de rendre l'assurance accessible au plus grand nombre. Donc c'est vraiment la dimension du pouvoir d'achat, et toutes nos enquêtes et les écoutes qu'on fait auprès de nos sociétaires, et d'autant plus dans le contexte d'aujourd'hui, on voit que le pouvoir d'achat est un critère extrêmement important. Le deuxième critère qui est extrêmement important, c'est l'engagement de l'entreprise et les preuves qu'elle apporte dans sa relation client. Ce n'est pas seulement un élément de discours. Donc c'est là où, quand on est élu marque préférée des Français, quand on a une fidélité aussi forte, ça nous conduit à une exigence, c'est d'être au rendez-vous de cette relation client. Donc on est en train de travailler sur l'accessibilité de nos réseaux de distribution. On a un assureur qui offre un réseau sur l'ensemble de nos métiers de 8h à 20h, puisque Massif, c'est assurance dommage, auto, habitation, c'est la santé prévoyance et c'est la finance épargne. Donc on est vraiment un acteur global aujourd'hui. Et on voit, vous venez de le dire, que vous êtes un acteur engagé, y compris sur les questions de société, sur les questions sociétales. Vos engagements portent en priorité sur la jeunesse, les publics fragiles, l'environnement. Oui. C'est-à-dire que très concrètement, ce sont des choses que vous déclinez dans les territoires avec le monde associatif, ou vous faites ça en propre et vous portez des initiatives J'allais dire un peu sur tous les volets. Sur un plan stratégique il y a 3 ans, 2021, c'était l'engagement jeunesse. Et ça veut dire quoi, l'engagement jeunesse? Et vous le savez, la crise sanitaire, les jeunes, et notamment les étudiants, ont été fortement frappés. Massif a été engagé auprès des jeunes. On leur a octroyé ce qu'on appelle le PREM, c'est leur contrat habitation à 1 euro. On a également versé de l'aide alimentaire pour les jeunes étudiants. Donc on est vraiment présent auprès de la jeunesse. Être présent auprès de la jeunesse, c'est également être un employeur social qui recrute. Donc c'est 1000 recrutements l'année dernière, c'est 1000 recrutements en 2022. Et c'est également de miser sur l'alternance, l'autre engagement autour de la jeunesse, puisqu'on a créé notre propre centre de formation, la CFA d'alternance, avec 16 classes d'alternants réparties sur l'ensemble du territoire. Il y a beaucoup de problèmes de recrutement en ce moment. Hein, donc, oui, tout à fait. Vous êtes touché ou pas on est touché notamment sur des compétences un peu critiques aujourd'hui sur le marché. Hein. Vous parliez de l'IA, de la data, des systèmes d'information. Voilà, c'est des compétences aujourd'hui où on est tous confrontés. Mais là où on recrute le plus, c'est sur la relation client. Notre gros volume de recrutement est bien sur la relation client. Et qu'est-ce qui est mieux pour une société d'aller former dans les écoles en ayant des classes d'alternants
En plus, une entreprise mutualiste où on leur présente nos valeurs et l'état d'esprit, puisque dans le cadre du plan stratégique, c'est Massif employeur de référence. Et d'ailleurs, on a été également certifié comme top employeur en cette fin d'année. Donc, c'est vraiment des enjeux extrêmement importants. L'engagement, il ne se fait pas que vis-à-vis de la société, c'est aussi en interne auprès des collaborateurs. C'est l'alignement d'un discours et des preuves. Et parmi les attentes des sociétaires, vous évoquez les questions de pouvoir d'achat. Il y a un autre sujet qui a émergé ces derniers mois, qui est la question de la dépendance. Alors, émergé ces derniers mois, mais qui en fait est dans le débat public depuis des années. Et ça fait, je pense, 20 ans qu'on écrit des copies à Sciences Po sur les questions de la grande dépendance et du grand âge. Ça a même dû m'arriver il y a quelques années, vous voyez. Mais comment est-ce que la Massif, par exemple, prend ce sujet à bras-le-corps, parce que c'est la première fois qu'on a 4 générations qui vont cohabiter, et ça change évidemment tout dans les relations familiales, dans les cellules, dans les liens de solidarité entre les générations. Et tout à fait. Et d'ailleurs, dans toutes les enquêtes qu'on a menées aujourd'hui, la santé fait partie des préoccupations des Français aujourd'hui. Et la dépendance n'est pas un sujet nouveau, et c'est un sujet sur lequel Massif est présent, notamment auprès des aidants. Sur lesquels on a des actions extrêmement fortes. Donc, ce n'est pas des sujets nouveaux, mais c'est des sujets qui se sont accentués post-crise sanitaire, puisqu'avec le Covid, finalement, on a repoussé un certain nombre de soins. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet de préoccupation extrêmement, extrêmement fort. Donc on voit votre engagement sur le domaine sociétal qui est fort, mais est-ce qu'un modèle économique et responsable, c'est bien compatible ? Certains en ont fait des frais. Hein, voilà. Oui. Voilà. Oui, d'accord. Oui, voilà. Tu penses à quelqu'un ? Non. Oui. Patron de Danone. Oui, oui. Mais c'est la différence entre une entreprise, on peut la citer, une entreprise comme Danone, où on se lance comme une entreprise à mission, mais on a une entreprise à mission, mais en même temps, dans la gouvernance et les contraintes de résultats financiers, rien n'a bougé. Donc au final, la pression, elle est toujours la même. Et la pression, c'est laquelle ? C'est la pression du court terme. La différence à la Massif, dans une entreprise mutualiste, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est là où les deux sont compatibles, c'est que quand je prends le choix d'investir sur un sujet donné, je vous donnais des exemples tout à l'heure, j'investis pas, j'attends pas le résultat dans les 6 mois. Et peut-être que mon résultat sera un petit peu moins bon dans les 6 mois, mais ce que je vise, c'est le 2 ans ou 3 ans, c'est le coup d'avance. C'est toute la différence. C'est la rentabilité économique, on s'en préoccupe, et heureusement, c'est ce qui fait aussi qu'on a plus de 60 ans. Mais elle est au service d'un projet social, et je reverse ça à mes sociétaires, et je ne reverse pas ça à mes actionnaires. Et c'est toute la différence. Allez, on poursuit avec les bonnes notes du mois.